Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Dans l'épisode du jour, j'ai la joie d'accueillir Christophe, plus connu sous le nom de Ton banquier à domicile. Comme on le sait tous, si on veut multiplier les investissements et faire grossir son patrimoine, il faut passer par la banque et par une banque qui dit oui. Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour convaincre la banque de nous suivre sur plusieurs projets, parce que l'idée, c'est pas d'avoir un projet, même s'il est rentable, c'est d'en avoir 10, 15, 20, 30, 50 ou que sais-je. Donc, comment est-ce qu'on va créer un partenariat de confiance avec son banquier pour qu'il puisse nous dire oui le plus possible. Je vous laisse avec Christophe et je vous souhaite une bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Dans l'épisode du jour, j'ai la joie d'accueillir Christophe, alias ton banquier à domicile, qui est notamment banquier et investisseur immobilier avec déjà un bon nombre de lots. Salut Christophe. Salut Thibaut, merci à toi de me recevoir aujourd'hui. Je vais me présenter, je suis Christophe, j'ai 37 ans et j'ai plusieurs casquettes. Effectivement, je suis banquier, mais également investisseur et entrepreneur. Donc voilà, comme l'a dit Thibaut, j'ai plusieurs investissements, principalement situés en Île-de-France. Ok, super. Et du coup, t'as un peu, en fait, c'est un peu le profil rêvé qu'on cherche tous quand on est investisseur. C'est un banquier qui comprend nos problématiques justement d'investisseurs. Que le but, c'est peut-être d'enchaîner les biens et que les opérations elles se fassent. Donc, on va voir ça ensemble. Tu as beaucoup de collègues qui sont comme toi, investisseurs? Alors non, moi, ça fait 15 ans que je travaille à la banque. Donc effectivement, les problématiques des investisseurs, j'en ai rencontré un petit peu. Et effectivement, à la banque, la différence, c'est que la plupart de mes collègues sont juste salariés. Donc, ils Mm. s'intéressent pas tous à l'investissement. Il y en a quelques-uns quand même qui en font. Mais c'est vrai que lorsque vous allez aller à la banque, vous allez rencontrer un salarié et pas un investisseur. Donc, il faut prendre le temps de lui expliquer vos projets. Et ils comprennent pas tous toujours ce que vous allez faire. Ouais, forcément. Alors que tu te dis, tu as accès à l'info, tu vois, tu es un peu t'es pas un initié, mais tu vois, tu peux voir chez tes clients qui ont déjà du patrimoine, comment ils se le sont constitués, Ouais, etc. bah c'est clair. Bah, c'est comme Ouais. ça que j'ai commencé un petit peu, en fait, en regardant ce que faisaient les autres. Et du coup, en voyant un petit peu ce que faisaient les clients, bah, je me suis mis à copier un petit peu le système, à regarder ce qui fonctionnait, puis faire un petit peu comme eux. Mais ouais, tout le monde n'a pas d'intérêt pour l'investissement immobilier. Donc, c'est à vous de donner de l'appétence et de l'envie euh, à la personne que vous avez en face de vous, à votre interlocuteur. Ok, ouais, super. Ben, du coup, si on pouvait, bon, j'ai 1 million de questions, tu t'en doutes bien. Le banquier, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que trouver des biens, pour l'instant, j'y arrive encore. Trouver des financements, pour beaucoup, c'est un peu le plafond de verre. Donc, je voudrais commencer par en amont. En fait, si je décide de me lancer dans l'investissement immobilier, à quoi je dois faire attention en sachant qu'on fournit les 3 derniers extraits bancaires en général. Donc, est-ce que, bon, déjà, je suppose qu'il y a des dettes, peut-être tu peux en parler. Et aussi, je voulais te demander s'il y avait des dépenses qu'il fallait absolument éviter. Je pensais par exemple au casino ou des trucs, des choses comme ça. Oui, c'est vrai que la banque elle va demander la plupart du temps les 3 derniers relevés de compte. Ça peut arriver même qu'elle demande les relevés de compte sur une année complète, mais bon, c'est plus rare. Mais déjà, sur les 3 derniers relevés de compte, vous allez devoir faire attention effectivement d'éviter d'être à découvert pour éviter les commissions d'intervention ou les intérêts, les agios que vous allez payer, parce que ça va être visible. Donc effectivement, essayez de regrouper un maximum d'opérations sur une seule et même banque et de gérer au mieux vos relevés. Après, il n'y a pas d'opérations noires, entre guillemets, ou rouges qui font des alertes, mais c'est vrai que si on voit que vous êtes un joueur, que vous allez faire des dépenses au casino ou alors sur des sites de paris, oui, on va avoir tendance à vous assimiler à un joueur et quelqu'un qui est un petit peu susceptible de flamber. Donc, il faut faire attention, éviter les dépenses comme ça, surtout 3 mois euh, avant les projets que vous allez avoir. Ok. Et pour ce qui est par exemple, des achats, je ne sais pas si tu as acheté un canapé en 12 fois ou des choses comme ça compte aussi?
Ouais, il faut éviter tout ce qui est dépenses liées à la consommation. Après, encore une fois, c'est pas banni, au contraire. Enfin, aujourd'hui, les taux sont super bas. Des fois, on vous propose des 12 fois sans frais pour des achats de canapé, de télé. Mais bon, si vous êtes investisseur, vous n'êtes pas là pour acheter la dernière télé écran plat ou le dernier iPhone. Enfin, on a des Euh, objectifs, on est là pour s'y tenir. Donc, on va essayer de respecter un petit peu et puis d'éviter les dépenses inutiles. Maintenant, si c'est un canapé dans le cadre d'un achat ou d'un investissement immobilier que vous voulez meubler, oui, pourquoi pas, ça s'explique. De toute façon, c'est prévu dans les charges que vous avez prévues pardon, dans votre business plan. Donc oui, essayez de vous tenir un petit peu à vos objectifs et pas de faire de dépenses farfelues juste avant l'acquisition ou la demande de financement. ok, super. Et du coup, donc j'essaie de prendre chronologiquement. Ensuite, bah, nous, on est peut-être dedans, donc on s'en souvient plus. Mais si on veut faire un premier investissement, est-ce qu'il est judicieux d'aller voir son banquier avant même de visiter, ou tant que tu n'as pas Ouais, de c'est une très projet? bonne question. Ouais, c'est important d'aller voir le banquier avant. En fait, il va vous aider à calculer votre capacité d'emprunt, donc savoir le montant que vous pouvez emprunter. Donc, quand vous êtes primo-accédant, que vous achetez pour la première fois votre résidence principale, c'est important d'aller le voir pour pouvoir avoir une idée de l'acquisition que vous pouvez faire. Parce que si jamais vous allez voir des agences IMO, que vous leur dites, voilà, j'ai un budget de 500 000 et qu'au final, le banquier peut vous prêter que 200, vous allez vous retrouver avec un problème. Ouais, c'est sûr. Là, ça va être compliqué de faire passer le projet. Et bah, tant qu'on y est, la résidence principale, alors c'est un gros débat. Il y a beaucoup de gens, surtout sur Internet, on le sait, il y a des gens qui conseillent de louer, il y en a qui. Enfin, j'ai déjà entendu que des banquiers ils pourraient stopper un investissement immobilier sous prétexte que la personne n'est pas propriétaire de sa résidence principale. Est-ce que ça a un impact selon toi? Alors, vous avez, en fait, c'est une relation humaine. Donc, selon l'interlocuteur que tu auras en face de toi, effectivement, il y en a qui pourront te dire, bah, c'est pas possible, t'es pas propriétaire, commence par acheter ta résidence principale. Maintenant, c'est pas un critère obligatoire ou un critère d'exclusion si t'es pas propriétaire. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui sont locataires et qui ne souhaitent pas acheter parce qu'ils souhaitent rester mobiles et par contre, ils souhaitent investir. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas bloquant le fait d'être locataire. Maintenant, tu as des solutions qui s'offrent à toi. Enfin, c'est des calculs. Tu peux regarder un petit peu ce que te coûte un loyer dans la région où tu es installé par rapport à ce que te coûterait une mensualité de crédit. Voilà, c'est un C'est ça. calcul à faire. Ensuite, tu peux coupler ta résidence principale avec de la location courte durée, par exemple, si tu n'es pas là tout le temps, ou alors en faisant de la division parcellaire, c'est-à-dire avoir une partie, ta résidence principale, l'autre partie que tu loues. Ça permet de gommer un peu ta charge de crédit et d'avoir des revenus qui rentrent. Ouais, c'est ça, ça dépend si tu habites en plein Paris où les taux de rentabilité doivent être à 3%. Là, c'est peut-être, si tu veux absolument habiter là, bah, tu peux rester locataire. Si tu habites à Saint-Étienne ou à Béziers où les taux ils sont à 10%, bah, voilà, probablement que ton emprunt il te coûterait la moitié de ton loyer, quoi. Donc, ok, super. Et donc, ensuite, j'ai trouvé un bien. Moi, en général, je signe le compromis et je vais voir mon banquier. C'est l'ordre que tu préconises aussi? Euh, Bah, effectivement, surtout pour les primo-accédants, c'est bien d'avoir d'abord, comme on vient de voir, une idée de la capacité d'emprunt que tu peux avoir. En revanche, quand tu es investisseur immobilier, c'est bien de trouver ton bien, d'avoir fait tes calculs au préalable, savoir un petit peu. Aujourd'hui, c'est facile de faire ces calculs. Donc, il faut regarder un peu les loyers, les charges que vous avez pour voir tout seul si au niveau en termes d'endettement, si ça passe ou pas. Maintenant, c'est sûr que vous lancez sur un bien à 1 million, si vous n'avez pas le budget, enfin, il n'y a aucun intérêt. Faut quand même rester réaliste. Mais quand vous devenez investisseur, ça va être surtout par rapport à votre projet, par rapport à votre situation bancaire, donc les relevés de compte que vous pouvez avoir, votre situation à vous personnelle, les revenus que vous avez, mais également par rapport à votre projet. Si votre projet aujourd'hui, vous faites un crédit d'1 million sur 25 ans, ça doit faire à peu près 4 000 euros de mensualité, si je ne dis pas de bêtises, 4 000, 4 100. Si vous avez des revenus, des loyers de 10 000 euros, effectivement, ça peut être jouable. 10, 12 000 euros, ça peut être jouable. Maintenant, voilà, faut raisonner sur une approche globale et pas juste sur un coup de tête. Ok, super. Et ensuite, donc, quand on sollicite le crédit, donc
premièrement, il y a son statut, on va dire, on n'en est pas encore au 1 million d'investissement. Si on veut commencer dans l'investissement, je pense que le premier point à surveiller, c'est ton statut, tes revenus. Donc ça, on pose Ouais. souvent la question pour moi. Donc il y a on va dire le statut idéal, c'est être en CDI sans période d'essai ou fonctionnaire. Est-ce que quand on est en CDD ou en intérim, c'est possible d'emprunter? Alors ouais, oui, pardon, là encore, il n'y a pas d'exclusion du fait que tu es en CDD ou en intérim. Ce qu'on va regarder, c'est la récurrence de tes revenus sur plusieurs années. Donc, le fait que tu sois en intérim ou en CDD, si tu travailles tout le temps, depuis 3 ans, on va regarder, par exemple, tu as toujours des revenus, on peut le voir avec ton avis d'imposition. Si tu as des revenus réguliers, que voilà, tu as des justificatifs tous les mois, il n'y a pas de souci. La banque, elle va pas bloquer parce que tu n'as pas de CDI. Après, voilà, faut pas se mentir non plus. Le fait d'avoir un CDI, bah, c'est un gage de sécurité pour la banque aussi. Et effectivement, ça va être un peu plus avantageux pour l'emprunteur d'avoir un CDI. Mais il n'y a pas de règle là encore. C'est pas parce que tu as un CDD ou tu es en intérim que la banque ne va pas te prêter. Ce qui compte, c'est vraiment la récurrence des revenus. Ok. Et c'est pareil, je suppose, si tu es à ton compte ou même, bon, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui ont pour objectif de vivre un peu de leur rente. Je suppose que c'est la même chose. Faut un peu justifier de revenus. Bah, si tu as à ton compte et que tu as une société, effectivement, on te demandera les 3 derniers bilans de ta société pour voir la rentabilité de la société. Mais euh, là encore, c'est pas parce que tu es chef d'entreprise que tu peux pas emprunter. Maintenant, si ta boîte elle a 6 mois que tu es chef d'entreprise et que tu n'as pas d'autres revenus à côté, c'est sûr que ça va être problématique. Il n'y aura pas de recul, encore une fois, il faut vraiment regarder sur la durée. Donc, si ça fait 6 mois que tu viens de te lancer, ça va être compliqué de solliciter un crédit, mais il y a vraiment pas de règle. Moi, voilà, c'est pour ça que ce que je préconise, c'est vraiment la relation humaine avec ton banquier, avec l'interlocuteur que tu as. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il faut privilégier parce que une personne, même si enfin, j'ai vu des clients, ça faisait 6 mois qu'ils lançaient leur activité, pourtant la banque les a suivis. Donc, il y a vraiment pas de règle. Ok. Et justement, tu parles d'interlocuteur. Souvent, on n'a pas de. Ben, nous, on n'a pas, en tant que client, tu as difficilement la main mise en fait sur ton interlocuteur dans, dans l'agence bancaire. Donc, comment est-ce que comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut multiplier? Est-ce que, enfin, par exemple, moi, mes premiers emprunts, je les ai eus dans ma banque historique. Ça s'est assez bien passé. Je Ouais. pense que c'était grâce à ça. Est-ce qu'on va privilégier ça ou est-ce que faut un peu faire le tour des banques jusqu'à trouver le bon Alors, interlocuteur, au moins au début? pour la recherche, ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Pour la recherche du financement, je suis pas pour multiplier le nombre de banques sollicitées. Par contre, pour trouver le bon interlocuteur, effectivement, même s'il y a un turnover dans les banques, je pense que c'est quand même important d'avoir un interlocuteur qui va comprendre ton projet, qui te connaît. Donc, le fait d'avoir un historique dans la banque, ça a une importance que la banque va pouvoir voir un petit peu qui tu es, comment tu fonctionnes et il y a une habitude, voilà, on se connaît, c'est comme dans une relation de couple. Mm. Vous avez appris à vous connaître, donc voilà, là, du recul, elle peut t'accompagner. Et ça sera plus facile, effectivement, là, de t'accompagner si tu as des conditions qui sont un peu atypiques. Tu viens de lancer ta boîte, ton CDD, etc. S'il y a déjà une ancienneté, un recul, ça va être plus facile. Donc, je pense que soit tu as la chance d'avoir un bon interlocuteur au sein de ta banque historique, soit effectivement, il va falloir le chercher et puis partir à la rencontre un peu des autres banques pour voir les interlocuteurs avec qui tu pourras avoir le feeling, avec qui ça passe bien et puis qui connaît un petit peu son métier et qui sera prêt à t'accompagner. Ok. Et je suppose que c'est une question que tu as tout le temps aussi, c'est pour les courtiers. Est-ce que tu recommandes de passer par un courtier ou j'ai l'impression que Et, là, et- maintenant que les taux ils sont bas, peut-être ça avait un intérêt avant, mais que ça perd. En tout cas, on et en entend beaucoup moins parler et tout ça, donc je ne sais pas si c'est un peu en perte de vitesse comme activité ou si c'est ça. un peu plus compliqué pour eux parce qu'il y a pas mal de banques déjà qui les rémunèrent plus. Avant, ils étaient rémunérés par les banques et par les clients qu'ils avaient. Donc Ok. effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais après, il y a deux écoles. Soit tu te dis, bah voilà, moi je veux gagner du temps, je n'ai pas envie de m'occuper de la partie financement, je préfère la déléguer à un courtier, je vais le rémunérer, mais voilà,
mon temps à moi perso me rapporte plus si je m'occupe de mon business à côté que de chercher un financement. Et en plus, je vais lui déléguer la tâche et il devra me trouver le meilleur financement, enfin les meilleures conditions pour le financement. Donc, je lui délègue. Soit vous vous dites, bah, moi, je vais fonctionner plus sur la durée. Encore une fois, je veux créer une relation, un partenariat avec la banque que je vais solliciter. Donc, je vais passer en direct. Je vais aller voir la banque, je vais trouver mon interlocuteur. Et puis comme ça, il ne va pas m'accompagner sur une opération, mais sur plein d'opérations à la fois. Enfin, plein d'opérations à venir. Donc, ça peut être un moyen de créer une relation sur la durée, plus d'aller solliciter soi-même les banques. Maintenant, le courtier, si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez des conditions particulières, bah, pourquoi pas faire appel à un courtier. Et Et il est-ce vous que fera c'est bénéficier en plus de son réseau, parce qu'il est censé avoir un réseau de partenaires bancaires avec qui il travaille régulièrement et du coup, peut-être un peu plus de facilité pour vous obtenir le prêt. OK. Et est-ce que c'est bloquant? Parce que alors ça, c'est des bruits de couloir. En fait, j'ai jamais su si c'était vrai ou pas. Parfois, on t'explique que si, tu as déjà fait une demande dans une banque, le courtier peut pas demander ou l'inverse. Est-ce que ça, Ouais, c'est en fait, c'est plus compliqué. Si le courtier a présenté déjà votre dossier, déjà, bah, lui, pour ses frais, Heu, c'est comme un il agent va IMO et avoir un bon de visite, quoi, un voilà, peu? Ouais. il va avoir un problème. Vous allez pas pouvoir passer en direct. Tu pourras pas, toi, aller solliciter la même banque que lui a sollicité et en plus, s'il a présenté déjà ton dossier, il y a pas trop d'intérêt. Toi, tu retournes au même endroit avec le même dossier, le présenter une deuxième fois parce que soit tu auras eu un oui et du coup, voilà, ça sert à rien, soit Ouais. tu as eu un non et c'est pareil, ils Mmh. reviendront pas sur leur décision a priori, à part s'il y avait des éléments manquants dans le dossier. Mais dans ce cas-là, faut pas solliciter un courtier. Après, c'est pareil. Si vous sollicitez un courtier, voilà, essayez qu'on vous recommande quelqu'un qui a déjà obtenu des financements pour des personnes que vous connaissez avec des conditions avantageuses. Parce que si c'est pour donner son dossier à un courtier, pas s'en occuper, et que lui, de son côté, il laisse traîner le truc aussi, ou alors qu'il vous obtient les premières conditions qu'il a juste pour vous signer et puis pour avoir sa commission, vous aurez aucun intérêt à passer par un courtier. Ouais. OK. Super, merci. Et donc, on va essayer de rentrer dans le dur. Donc, admettons que maintenant, donc j'ai quelques biens immobiliers, heu, je veux continuer à enchaîner. Donc, ma première question, c'est: est-ce que le taux d'endettement, ça joue vraiment? À quel point? Et par rapport au donc tu as la règle des 70 du calcul différentiel, et cetera. Donc, à quoi il faut faire vraiment attention? À ce que chaque projet soit rentable? À ce qu'on regarde la globalité de tes revenus par rapport à justement à ton taux d'endettement? Ou est-ce que, il y a un peu, possibilité de donc là, on sait qu'il y a eu des recommandations là du Mmh. HCSF. Hem, à quoi est-ce qu'il faut faire attention et comment est-ce qu'on peut, continuer à investir, une fois qu'on a déjà 2, 3, 4 biens, qui tournent, On va dire, des biens qui tu vois, où la règle, des 70 elle est couverte, en gros. Alors, effectivement, aujourd'hui, les banques ont des recommandations du HCSF, donc au Comité de stabilité financière. Aujourd'hui, les banques doivent respecter la règle des 35 enfin le taux d'endettement à pas plus de 35. Maintenant, elles ont la possibilité de déroger à cette règle-là pour 80 de leurs dossiers, pour 20 20 pardon, excusez-moi, ouais, ouais, OK. pour 20 de leurs dossiers et sur ces 20 là, elles vont avoir 80 qui devra être plus pour de la résidence principale. Ah OK, ouais. Donc Donc ça, il reste 20 de 20 quoi, 4. 4 voilà. Donc il reste 4 effectivement pour, ceux qui veulent acheter, du locatif. Donc ça fait peu. Maintenant, c'est des recommandations. Pour l'instant, les banques peuvent encore déroger à ces règles. Heu, Maintenant, c'est mieux effectivement de respecter les 35. Après, c'est pareil sur la durée, on est limité à 25 ans, voire 27 ans pour les acquisitions dans le neuf. Mais il y a des normes à respecter, donc c'est un peu plus difficile aujourd'hui, plus délicat d'obtenir ces financements. Il faut faire attention. Maintenant, vous avez la possibilité de contrer entre guillemets ces recommandations en passant par une SCI, par exemple. Si vous passez par une SCI, la banque va plus être soumise à ces recommandations du HCSF. Donc, vous aurez la possibilité un peu de passer au travers les nouvelles recommandations. Après, encore une fois, voilà, la banque a la possibilité de déroger à ces recommandations. Donc, si vous êtes bon client, que vous êtes un client historique, que vous avez de l'épargne chez eux, il y a toujours des possibilités, il y a toujours moyen de trouver une solution. Maintenant, il faut effectivement présenter un dossier qui est au top et ça passe par vos relevés de compte, mais ça passe aussi par le projet que vous allez avoir. Si vous avez un projet
Aujourd'hui, les banques n'utilisent plus la règle des 70%. On n'utilise plus le différentiel. Enfin, la plupart des banques, en tout cas, n'utilisent plus le différentiel. Elles vont prendre la totalité de vos charges et de l'autre côté, la totalité de vos revenus pour leur intégralité. En fait, il n'y a plus de proratisation comme avant. On prenait 70% des loyers et après, on faisait la différence avec les charges pour avoir soit un différentiel positif, soit un différentiel négatif qu'on ajoutait soit aux charges, soit aujourd'hui, on pratique plus ce calcul-là. Donc effectivement, ça aussi, c'est désavantageux pour les investisseurs immobiliers parce que aujourd'hui, le calcul s'est durci et du coup, vous montez vite en taux d'endettement. Donc il faut vraiment que vous ayez un projet très rentable et ça va être vraiment le nerf de la guerre si vous faites des investissements où vous remboursez avec vos loyers, vous remboursez tout juste votre charge de crédit. C'est pas la peine, vous n'allez pas réussir à multiplier des investissements en faisant comme ça. Donc pour une personne qui va en faire un, c'est très bien. Par contre, en revanche, pour un investisseur, non, faut vraiment privilégier d'avoir des projets rentables. Une fois que vous aurez multiplié les projets rentables, on peut partir sur des acquisitions, sur des projets patrimoniaux, donc des biens que vous achetez à Paris où c'est plus cher, il y a moins de cash flow, il y a moins de rentabilité. Vous pourrez le faire, mais pour l'instant, vous êtes obligé de monter votre professionnalisme en multipliant des investissements rentables. Ok. Mais quand tu dis toutes les charges et tous les revenus, c'est pour le projet en lui-même ou c'est pour tout ton patrimoine? Ah, le taux d'endettement se calcule sur tout le patrimoine. Donc, Ok, ouais, effectivement, en fait, on fait la charge divisée par les revenus. Donc, ouais, on voilà. va prendre l'ensemble de tes charges qui va comprendre ton Ton nouvel nouveau emprunt, bien et ta ton nouvelle nouveau loyer. acquisition. Voilà, tout à fait, et tes nouveaux loyers. Donc, Ok. effectivement, ça va jouer. Mais le but, c'est d'avoir des biens qui sont le plus rentables possible pour pouvoir multiplier les investissements. Sinon, vous allez vite vous retrouver bloqué. Ok. Donc ça, c'est la phrase, je pense que tu l'as entendue des dizaines de fois, même moi, dès que je parle d'investissement, c'est ben, je le loue à 500, je rembourse 500, donc ça me coûte zéro. C'est vrai que à la banque, il y a 9 clients sur 10, quand ils font des investissements, ils disent ça. Mais si, c'est bien. Moi, le crédit, il est remboursé par le loyer. OK, après, il y a les charges de copro, la taxe foncière, les petits travaux, un impayé de loyer. Enfin, Ouais. je vais pas dire c'est nul. C'est, voilà, chacun voit midi à sa porte et voit un petit peu les investissements qu'il veut faire. Mais si vous vous contentez d'investissements comme ça, vous aurez du mal à avancer, à moins que le prix de l'immobilier double ou triple, et là, vous pourrez jouer sur la plus-value, mais vous allez être, encore une fois, vous allez être bloqué, vous allez être limité au niveau de vos investissements, vous pourrez pas en faire 10, quoi. Ouais. Et en plus, si ça double ou triple, c'est pas dit que les revenus en face, les loyers, ils doublent ou triple non plus, quoi. C'est bien. Ah non, de façon immédiate, ça aura pas de conséquences. C'est Ouais. juste que tu auras une plus-value latente qui sera Mm. plus importante si l'immobilier a pris 30 ou 40%. Mais après, sur ton investissement lui-même et sur tes prochains investissements, ça change rien du tout. Ouais, c'est ça. Ok. Et une question que je me posais, c'était un peu le poids enfin, le rôle et le poids de l'épargne dans justement dans la décision de la banque. Si parce que en fait, on peut dire il y a un peu les flux, donc chaque mois le taux d'endettement et tout, et Ouais. puis le stock ou enfin l'épargne. Et est-ce que et puis on peut assez facilement faire baisser les flux en mettant de l'épargne. Et est-ce que justement le fait d'avoir beaucoup d'épargne, je dis même, tu vois, je sais pas, 300 000 euros, ou est-ce que ça va jouer pour dépasser ce plafond éventuel de 35%, Bah, tu vois? ouais, ça peut jouer, ouais, bien sûr. Déjà, on voit que tu es un bon client, enfin, que tu es un bon client, que tu as un client qui arrive à mettre de l'épargne de côté. Donc ça, c'est important déjà. Ça veut dire que tu fais pas n'importe quoi. Le fait d'avoir de l'épargne, pareil, mensuelle, c'est important. Ça montre que tu es capable d'économiser, de mettre un peu d'argent de côté. Et le fait d'avoir une épargne importante, tu peux t'en servir si jamais le dossier passe pas, soit pour nantir une partie du montant, pour rassurer la banque. Donc ça, c'est une garantie, une très bonne garantie pour la banque. Ok. Euh, Maintenant, c'est pareil. Ce que je préconise, c'est en fait les banques travaillent des systèmes de cotation. Donc, pour un investisseur, le but, c'est d'avoir la cotation la plus élevée possible pour que la banque puisse t'accompagner sur un maximum de projets, qu'elle ait une plus grosse délégation, en fait. Pour ça, il va falloir que tu aies de l'épargne bancaire, de l'épargne financière, de l'assurance vie, que tu aies des flux donc, qui rentrent sur le compte, que tu payes ta carte, que tu aies tes salaires qui rentrent. Voilà, ça, c'est super important ça joue en ta faveur, en fait, le fait d'avoir de l'épargne. Mais ça joue aussi pas seulement pour un projet
dans l'immédiat, ça joue aussi pour tes autres projets à venir, puisque tu vas augmenter ta cotation bancaire et du coup, la banque pourra plus facilement t'accompagner sur tes projets. Ok. Donc, si on veut avoir le meilleur score possible, c'est ça. Donc, les revenus, des investissements rentables, des assurances vie, des cartes. En fait, souscrire tout ce qu'on te propose, ça aide au. Enfin, pas tout ce qu'on te Non, propose n'importe comment, mais je veux dire, ouais, est-ce que, par exemple, si tu acceptes de souscrire à un projet, ça va. Enfin, tu vois, c'est admettons, pas je que veux un ça va. emprunt, je dis, je vais, ok, mais en échange, je souscris une assurance vie. Est-ce que pour le projet d'après, le fait que j'ai souscrit il y a 6 mois, ça va changer quelque chose pour peser à mon C'est pas avantage? ça qui change. En fait, il y a vraiment une approche globale qui est faite aujourd'hui normalement par ton interlocuteur. La banque propose de plus en plus de produits et services, ça se diversifie parce qu'effectivement aujourd'hui elle gagne plus sa vie, en tout cas plus autant sur les crédits. Donc aujourd'hui elle va privilégier le fait que le client soit fidèle et ait des produits et des services, mais des produits et services qui lui correspondent. Le but, c'est pas de te faire souscrire une assurance qui ressemble à rien, juste pour dire, bah, vas-y, on fait un bâton, puis on avance ensemble. Et puis, même pour toi, ça aurait aucun intérêt. Le but, c'est vraiment d'avoir une approche globale, des produits d'assurance prévoyance. C'est très bien. C'est pour les gens qui n'ont pas, dans leur travail de tous les jours, enfin, avec leur société qui n'ont pas d'assurance. Voilà, c'est bien de mettre ça en place. L'assurance vie, c'est top. Bon, c'est pas le thème du jour, mais voilà, avoir de l'épargne financière aussi, c'est bien. Tu es bien placé pour le savoir. C'est bien de mélanger un peu tout, mais au-delà de ça, la banque, ce qu'elle va chercher, c'est de la recommandation. Donc, si tu as, toi, à titre perso, des gens autour de toi que tu peux recommander, qui ont des bonnes situations, etc., la banque va regarder aussi ça. Aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de nouveaux clients. Et du coup, ça passe essentiellement par la recommandation. Donc, c'est très important pour les banques, au même titre que ton épargne. Donc, c'est Mm. vraiment, moi, je raisonne toujours sur des approches globales et je conseille aux gens de faire pareil. Il faut pas voir quelque chose de restreint et voir que bah, je prends la prévoyance aujourd'hui et puis voilà, c'est fini, c'est bon, je serre la main, j'ai mon crédit. Non, vois un petit peu ce que l'autre peut t'apporter, ce que toi, tu peux lui apporter. Donc, il faut raisonner vraiment sur quelque chose d'assez large. Ok, super conseil, la recommandation. C'est vrai qu'on voit les banques en ligne, elles proposent toutes un peu, tu sais, des 100 euros, 80 euros et tout Ouais, ça. Donc, visiblement, c'est vrai que c'est ça le nerf de la guerre, je suppose, d'acquérir des nouveaux clients, et puis des bons clients, quoi, si possible. Ok, bah, c'est clair. Bah, voilà, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Bah, c'est un peu, c'est un peu ça. ok, super. Et j'avais une autre petite question qui m'est venue. Tu parlais de la SCI, que ça pouvait éviter justement donc ces recommandations. Il y a des investisseurs qui investissent en SAS. Est-ce que le process d'octroi de l'emprunt, il est identique entre les SAS et les SCI? C'est encore un Non, pas niveau. tout à fait. Ouais. Parce qu'en fait, sur tout ce qui est SAS, SARL de famille, il est fort probable que le banquier te fasse passer comme quelqu'un qui a une société donc sur des investissements pro. Donc, c'est pas les mêmes contraintes en termes de durée. Souvent, ça va être sur 15 ans, voire 20 ans maximum, et les taux sont un peu plus élevés. Ok. Euh, Par contre, tout ça, ça subit pas les recommandations du HCSF, justement. Donc, Tu gagnes à tu seras côté. soumis, ouais, tu seras soumis à la décision de la banque. C'est en fait, c'est Mm. ta présentation et puis bah, quand même ton endettement, on va quand même regarder, mais c'est plus le rôle que tu vas avoir, enfin le lien que tu vas avoir avec la banque, ça va être eux qui vont être décisionnaires sur ton dossier. Ok. Ça explique les 15 ans. C'est vrai que tu as des banques, pour les particuliers, ils avaient encore ce fonctionnement des emprunts sur 15 ans. Enfin, j'en ai déjà entendu plusieurs fois où on m'a dit on peut vous prêter, mais que sur 15 ans. Alors sur des particuliers, oui, c'est plus rare aujourd'hui. Hmm. Enfin, sur 20 ans, sur du locatif, voilà, il n'y a pas de souci. Après, sur 25 ans, c'est une autre question. Ça dépend de la politique des banques que vous allez solliciter. Mais effectivement, vous pouvez encore trouver du 25 ans et après du 20 ans, voilà, Ouais. c'est ce qui se fait régulièrement. Et toi, tes emprunts, tu les as sur 20 ans ou 25 ans plutôt? Alors, je les ai presque tous sur 25 ans. Ok. Il y en a qu'un que j'ai fait au début, un studio de jet. Je l'ai fait sur 20 ans parce que la mensualité de crédit est vraiment super basse par rapport au loyer de jet. Hmm. C'est un peu une erreur.
une erreur de débutant, on va dire, dans l'investissement. J'aurais dû le mettre sur 25 ans. Je me suis dit, bon, je vais rembourser un peu plus vite, ça va aller plus vite, le montant est petit. Mm. Mais en fait, il y a aucun intérêt à avoir fait ça. Enfin, mon conseil, en tout cas, en tant qu'investisseur, un peu moins en tant que banquier, parce que c'est vrai que les banquiers vont essayer de plus vous faire venir sur 20 ans plus que sur 25. En tant qu'investisseur, c'est d'emprunter sur la durée la plus longue. Vos échéances de crédit vont être plus petites. Et du coup, vous allez dégager un maximum de cash flow. Et les taux, ils varient beaucoup entre 20 ans et 25 ans? Non, aujourd'hui, en plus, les taux sont super faibles. Donc, les taux changent tous les mois, mais aujourd'hui, on est sur des niveaux de taux super bas, quoi, Mm. historiquement bas. Bah, bien sûr. Donc, vous avez, enfin, que ça soit 20 ans ou 25 ans, il n'y a pas de. C'est pareil, ça, là-dessus. Si vous achetez votre résidence principale, vous avez tout intérêt à solliciter plusieurs banques, comparer les taux, etc. Maintenant, si vous êtes investisseur, que vous soyez à 1,20 dans une banque ou à 1,30 dans une autre, oui, c'est de l'argent, mais déjà, les intérêts, vous allez les déduire de vos loyers. Et en plus, ce qui compte, c'est que vous obtenez votre financement avec les meilleures conditions possibles. Pas les 0,10 ou les 0,20, plus avoir 25 ans, peut-être un différé sur votre crédit, Mm. enfin voilà, des conditions optimales. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, les taux, je les négocie jamais. Les assurances, je les négocie jamais. L'important, c'est d'avoir l'argent, quoi. Donc, Ouais, bah ouais, et la c'est clair. durée, bien sûr, et la durée, forcément. Même l'assurance emprunteur, enfin, Mm. moi voilà, pour moi, on part sur une relation, un partenariat. Si Mm. tu commences à négocier, à te dire, bah, je vais prendre le crédit là, mais je vais faire l'assurance ailleurs, enfin, pour moi, t'as pas compris, hein. On est des professionnels. T'es plus un particulier. C'est comme une société. T'es un professionnel. Toi, tu recherches, c'est obtenir ton financement et avancer sur tes investissements, pas être là à pinailler pour 1 ou 2 euros. J'ai même Mm. des gens pour des assurances propriétaires non occupants à 10 Ouais. euros, ils te négocient pour 1 euro par mois. Mais t'es investisseur, t'es pas. Mm. Enfin, le but, c'est pas de gagner 1 euro par-ci par-là. Sinon, C'est ça. faut changer de. Faut faire Ou autre alors, c'est chose. peut-être moi qui ai mal compris le principe, Bah, en mais tout je cas, je fais pense pas pareil, être. hein. Et c'est vrai, et Ouais. ma PNO, elle a augmenté de 20% en une année, hein. De 10 à 12 euros sur un appart. Tu vois, ça, je regarde même pas, moi. Enfin, Mais tout ouais, ça, mais c'est. en fait, moi, je fais la compta pour mes LMNP, je l'ai fait moi-même. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte. Et je me suis dit, bah, tu vois, chaque mois, tu regardes jamais. Après, tu dis, ah ouais, 20% les gars, quand même. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire, là, Ouais, 2 euros. 2 euros, Ça, 2 euros. Et puis en plus, tu vas enfin, les déduire à la fin si t'es au réel. oui, c'est ça. Enfin, Non, non, mais aucun intérêt. ok, super. Et j'ai tellement de questions. Mais après, il y a les Vas-y, je suis là histoires pour de ça. euh, les garanties. Il y a donc, tu as les garanties du type crédit logement, les Hmm. organismes de cautionnement, ça s'appelle, si je ne me Ouais, trompe c'est pas. ça. Prêteurs de deniers, hypothèques. Est-ce que tu peux nous parler peut-être du. Alors, moi, tous les biens que j'ai en SC, ils sont hypothéqués. Je ne sais pas si ça se passe. Si c'est Et aussi, chez nous, là où j'investis, c'est moins cher les hypothèques que les prêteurs de deniers. Donc, Ouais. est-ce En que fait, donc c'est. c'est toujours le cautionnement qu'on essaye de faire passer d'abord et ensuite on discute ou comment ça se passe? Alors, en fait, les banques, il y a certaines banques qui ont recours aux organismes de caution, effectivement. Déjà parce qu'ils en ont, donc comme la caisse d'épargne, le crédit mutuel, etc. En fait, le gros avantage pour eux, c'est que ça va permettre de recontrôler le dossier une deuxième fois. Parce qu'eux, ils vont faire une analyse. Ils vont faire une analyse, pardon, du dossier. Donc ça, c'est le gros avantage pour les banques. Donc ça, Maintenant, c'est pour un le. organisme par banque, ce dont tu viens de parler, Crédit Ouais, Mutuel et Crédit Agricole. Ok, t'as des banques qui ont leur propre organisme de caution. ok. Donc, tu as des organismes aussi de cautionnement comme Crédit Logement qui vont se porter garant. Tu vas payer une partie au début, tu seras remboursé à la fin de ton crédit ou si tu rembourses par anticipation d'une partie du montant que tu as payé. Maintenant, donc les banques à privilégier, c'est les organismes de caution qu'elles ont. Pourquoi? Parce qu'à revérifier leur dossier. Mais si jamais ça ne passe pas, par exemple, tu as un refus de l'organisme de caution, tu peux très bien passer par des garanties réelles. La banque a la possibilité de te financer et de t'accompagner via un privilège de prêteur de deniers, donc un PPD, pour un bien existant et une hypothèque, par exemple, pour des travaux. On va utiliser l'hypothèque pour ce qui n'existe pas, donc les travaux, voilà, des choses comme ça. Pour ce qui existe, un appartement, une maison, ça va être un PPD. Et ça a un coût. C'est moins, en général, ça va être moins cher lorsque tu vas le mettre en place.
Mais la différence, c'est qu'à la fin, tu dois repayer pour lever la garantie. Voilà. Et tu Donc, récupères rien par rapport voilà, et à… tu récupères rien et tu dois repayer. Alors que sur un organisme de caution, il y en a qui vont te rembourser une partie à la fin. Et en général, ça coûte moins cher, ça coûte plus cher au début, mais ils te remboursent une partie à la fin. Alors que l'autre, ça coûte moins cher, mais à la fin, tu dois repayer pour le lever. Ok. C'est sûr que ça surprend toujours hein, quand tu as le crédit logement. Enfin, moi, plusieurs fois, la banque, tu vois, elle m'en avait pas. Enfin, je savais que c'était le crédit logement, mais d'un coup, tu as quelques centaines ou milliers d'euros qui partent quand tu reçois ton financement de ton compte courant. Tu même pas, on t'a même pas prévenu. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Maintenant je sais, Ah, mais c'est quand vrai. t'es pas averti, effectivement, ça peut surprendre parce que au déblocage du prêt, tu vas payer ta garantie, donc tu dis, oula, c'est quoi qui est passé sur mon compte? C'est ça. Mais bon, dans les deux cas, c'est pareil. De toute façon, une hypothèque ou un PPD, faut le payer aussi. Donc, si c'est pas Ouais. prévu dans ton, comment dire, dans ton financement, bah, tu devras le mettre en apport. Donc, effectivement, c'est des sommes que tu vas devoir avancer. Ok. Du coup, deux autres questions qui me viennent. Le différé, on a parlé de différé. Est-ce que, alors, est-ce que la durée du différé a un impact ou c'est le fait d'en demander un ou non qui va être, voilà, qui va être accepté? Est-ce que si je demande Non, 6 mois, 1 an ou 2 ans, c'est la même chose? non. Non, en fait, ça va être souvent par rapport au montant de tes travaux ou par rapport à une problématique qui peut être, je sais pas, tu pas de locataire, la mise en place d'un locataire, tu achètes un immeuble de rapport, bah, c'est sûr que c'est pas la même chose que si tu achètes un studio. Tu peux te dire, voilà, je vais avoir une vacance qui va être plus longue sur un immeuble, le temps de le remplir tout. Donc, bon, bah, je vais solliciter, je sais pas, 6 mois ou 10 mois ou 12 mois de différé. Pareil pour les travaux, si tu refais un studio, tu as 5 000 ou 10 000 euros de travaux, bah, on va t'accorder 2, 3 mois de différé. Maintenant, si tu refais une maison que tu en as pour 150 000 de travaux, bah, c'est possible qu'on t'accorde 24 mois. Après, selon les banques, ils ont pas la… Enfin, beaucoup de banques fonctionnent de la même façon. En général, tu vas avoir jusqu'à 24 mois de différé. Après, certaines banques, quand tu as des travaux, vont pas débloquer ton crédit travaux tant que tu n'as pas utilisé la totalité de l'enveloppe. Donc, c'est-à-dire que tant qu'il te reste de l'enveloppe pour tes travaux, ton crédit travaux ne commence pas et ta ligne de crédit non plus. Ça se déclenche pas. Ta Donc, ligne tu de vas crédit de pouvoir, l'achat du bien. voilà, du bien. Donc, tu vas pouvoir aller sur des différés qui vont jusqu'à 4, 5 ans. Ah ouais, ah, ça c'est un bon plan ça. Ouais, tu laisses Ouais. Donc, quelques… à vous de trouver la banque qui pratique ce mode de calcul, mais il y en a qui le font effectivement. Donc, après, voilà, plus tu as de travaux, enfin, plus il y a une raison, plus il y a la possibilité d'avoir de différé. Et plus c'est intéressant parce que euh, même si vous avez mis de l'épargne, enfin, vous avez mis de l'apport, vous avez mis de l'apport dans votre projet, vous êtes démuni, je sais pas, de 10, 15 000 euros. Maintenant, vous avez un différé de crédit, au lieu de payer 1 000 euros tous les mois, vous allez payer 200. Ça va vous faire garder 800 euros par mois. Au bout de à la fin de l'année, vous avez reconstitué votre apport. C'est pour ça qu'encore une fois, voilà, la vision globale et l'approche globale est super importante parce que faut pas se cantonner juste à, voilà, j'ai une idée en tête, je veux pas mettre d'apport, je veux pas mettre d'apport. Si, c'est possible de mettre de l'apport. Si d'un autre côté, au lieu d'avoir 12 mois de différé, tu en as 24, ton apport, tu vas te le reconstituer. Ouais, super, ouais. Effectivement. C'est vrai que c'est un bon moyen de, de reconstituer son apport. Après, faut pas oublier, faut pas faire juste loyer loyer moins ce que tu rembourses et te dire, bon, il y a 800 euros par mois, c'est bon, en 1 an, j'ai 10 000 Ouais, euros. Non, parce que forcément, non, mais, c'est sûr, il y a plein d'autres choses à côté, mais Hmm. ouais, ouais, c'était un petit raccourci, mais Ouais. c'est juste pour Non, expliquer mais qu'il y a des super. Ouais. solutions pour reconstituer ton apport et ton épargne que tu auras mis. C'est pareil, la plupart des banques aujourd'hui, à côté de votre crédit, proposent des réserves d'argent que vous pouvez mettre en place. C'est une forme de petit crédit que vous pouvez débloquer à tout moment. Et voilà, on vous met à disposition 10, 20 000 euros. Après, certes, il faut les rembourser, donc il faut faire attention par rapport à votre projet, que ça rentre bien sur la rentabilité de votre projet, et que voilà, vous pouvez les payer sur combien de temps. Mais ça peut être intéressant des fois de le débloquer pour se reconstituer de l'épargne pour un autre projet. Ouais. Ok, super. Ouais, parce que moi, j'avais aussi ça. Il y a un appartement que j'ai acheté qui est OK, que je peux louer, mais il faudrait que je fasse des travaux un jour. Et en fait, au bout de 2 ans, je pouvais décaler pendant 9 mois les mensualités. Donc, j'ai fait ça. Ouais, Ça m'a mis, tu vois, 4 5 000 euros de côté. Et puis, je vais devoir refaire la salle de bain. Je la paierai comme ça quand le locataire y part. bah en fait, pour dire les termes exacts,
quand vous sollicitez un crédit au début, ça va être une franchise de prêt. C'est-à-dire que pendant un OK. certain nombre de mois, on ne va pas vous mettre le différé, c'est ce que vous pouvez demander au cours de votre crédit. Donc, s'il faut regarder dans vos offres de prêt, souvent, vous avez ça. Vous allez pouvoir demander sur l'ensemble de votre crédit, par exemple, 12 mois de différé. Donc, pendant ton crédit, tu peux solliciter le fait de différer ton emprunt pendant tant de nombre de mois. Ouais. Ouais, OK, Et ouais. ça peut t'aider sur un bien. Bah, pareil, si tu as une vacance locative, tu dois retaper ton appartement, tu dois faire des travaux entre deux locataires, entre des changements de locataires, bah, faut pas hésiter à demander à la banque. Ça sera soumis à son accord, mais il faut pas hésiter à lui demander. OK, super. Et question suivante, l'apport, on n'en a pas trop parlé. Hem, donc il y a donc tu as les gens qui ont pas du tout d'argent, ils veulent tout emprunter. Après, il y en a qui ont de l'argent. Heu, En général, moi, je mets 10 du projet. Je sais pas si c'est s'il y a une Ouais, règle, particulière. Qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce qu'on peut on peut encore, donc tu as cette histoire des frais de notaire, j'avoue, je l'ai déjà fait, il y a 2 3 ans, je pense que j'ai emprunté, vraiment la totalité. Est-ce que c'est ouais, toujours possible? tu peux encore. C'est de plus en plus compliqué à trouver des banques qui te financent à 110%. Donc 110%, ça correspond à quoi? À 100% de ton bien, donc le bien que tu achètes, plus les 10%, en fait, c'est lié aux frais annexes, aux frais de notaire, frais de garantie, justement, et frais de dossier de la banque. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 10% d'apport, ça correspond à tout ce qui est frais annexes. La banque, ce Mmh. qu'elle aime bien, c'est financer uniquement le bien et que toi, tu amènes le reste des frais. C'est logique parce qu'elle s'engage, ça montre que toi aussi, tu montres un engagement dans ton projet, que tu y crois. Donc, toi, tu amènes tout ce qui est frais annexes. Voilà, et ça évite en cas de retournement. Tu dois vendre demain ton C'est appartement. ça. L'appartement, tu as emprunté la totalité, donc 110%, on va dire 110 000 sur un bien 100 000. Demain, tu dois le revendre, il va te rester un crédit de 10 000 euros si tu le Mmh. vends. Donc voilà, c'est Ouais, compliqué de c'est vendre ça, ton bien l'appartement là, je suis toujours pas en fait au prix, au ce prix que je dois du rembourser bien. à la banque, Ouais, c'est toujours ouais. plus que le prix du bien. Donc c'est vrai qu'à l'époque, j'avais j'avais fait je sais pas, j'avais bon et puis j'avais peut-être un peu moins d'argent disponible, je sais plus, mais en tout cas, ça peut se faire. OK, super. Mais par contre, en tant qu'investisseur, c'est top d'avoir un 110% parce que si tu calcules le temps que tu mets pour récupérer Ouais, ton c'est ça. apport euh, par rapport à la différence de crédit, en fait, si tu le mets pas, bah, tu vas te rendre compte que c'est énorme. Moi, j'ai déjà fait le Mmh. calcul, ne serait-ce que pour un studio, tu mets 15 ans, 16 ans, 17 ans à Ouais, récupérer c'est l'apport que tu hyper as mis long, au ouais. début. C'est Donc, hyper long. en tant qu'investisseur, si tu peux solliciter 110%, faut pas hésiter, Mmh. faut le faire. Ouais, parce qu'au final et puis après je pense que dis-moi si je me trompe, mais je pense que si un jour on te dit: «Bah, voilà, tu es trop», tu vois, admettons, tu as, je sais pas, 100 000 € de côté, mais tu empruntes toujours à 110. Puis un jour on te dit: «Bah, tu es trop, maintenant tu es trop endetté». Le problème, tu peux toujours le régler a posteriori, je veux dire en injectant de l'argent, Tout à fait. que tu as. Ouais, Alors que dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu as mis c'est de ça. l'apport, tu peux pas, Bah, en fait, tu vas te retrouver bloqué encore une fois pour tes prochains projets. Alors que si tu fonctionnes dans le sens que tu as dit, tu sollicites 110% et qu'ensuite tu vois que tu es trop endetté et que tu dois injecter, bon, bah, c'est mieux de faire dans ce sens-là. Comme ça, au moins, tu as la possibilité de rebondir. Alors que si tu le mets direct et tu te retrouves avec plus du tout d'apport, que tu tombes sur un projet en or et puis que tu peux pas y aller parce que la banque, elle te demande de mettre un peu, bah ouais, c'est un peu dommage. ouais, ouais, c'est sûr. OK. 2 dernières questions, par rapport à cette partie bancaire. Est-ce que, c'est possible, alors je ne l'ai jamais fait, j'ai déjà lu que certains l'ont fait. Est-ce que c'est possible d'obtenir un emprunt a posteriori de l'achat? Par exemple, si tu as le cash pour acheter un appartement, est-ce que j'ai déjà lu des histoires de 6 mois, c'est possible de le financer en Ouais, fait, a posteriori? Est-ce que c'est quelque chose oui, de courant? c'est possible. Ouais, c'est possible. Non, c'est pas quelque chose de courant, mais ça arrive que voilà, des gens aient du mal à se faire financer. Par exemple, ils vont acheter le bien cash pour pas passer à côté de l'opportunité s'ils ont les fonds et qu'après ils sollicitent un financement. OK. Bah, Ouais, tu ça peux le faire, tu permet, sais. tu as des Oh, gens, tu tu sais, peux. ils renoncent à la clause suspensive d'obtention de Voilà. crédit. Donc ça peut peut-être permettre, voilà, de négocier plus et puis, mais après Tu peux voilà, le faire c'est après. sous Après, condition dans le d'avoir cadre de tes acquisitions aussi, hein. Quand tu as acheté un bien à titre perso, tu peux te le revendre à une SCI. Après, voilà, ah! ça,
Ça Ouais. dépend après de ce que tu veux faire, mais ça peut être une stratégie. Il faut que ça ait OK. vraiment un intérêt, mais effectivement, il y a pas mal de monde qui ont recours à ce genre de pratique. OK. Et par rapport au refinancement global, si maintenant, tu vois, j'ai 5 biens dans 3 banques, est-ce que tu conseillerais ou est-ce que c'est possible de tout regrouper? Peut-être justement quand tu fais un sixième investissement, il y a un moment où Ouais, il est, heu, il est judicieux de tout regrouper. Est-ce que les banques, elles aiment bien ça? Est-ce que ouais, tu peux. Je sais pas s'il y a un moment qui est plus judicieux qu'un autre, mais après, encore une fois, quand tu échanges avec ton interlocuteur, ouais, c'est possible de voir avec lui, heu, est-ce qu'il est d'accord pour faire le rachat des autres prêts que tu as à la concurrence? Est-ce que lui, ça, voilà, ça l'intéresse de faire cette opération? Je pense pas qu'il dise non. Mais effectivement, ça permet de regrouper tout et d'avoir un interlocuteur et qui puisse t'accompagner. Après, il faut faire attention. Si tu fais ça, tu risques de te retrouver bloqué en termes de délégation parce qu'ils peuvent t'accompagner. Bah, ça dépend des agences, ça dépend des banques, mais on va dire s'ils peuvent t'accompagner jusqu'à 1 million et que tu fais un regroupement, tu te fais racheter tous tes crédits au sein de la même banque, bah, tu vas vite atteindre ta délégation et mmh, tu pourras plus le solliciter. Donc, si tu t'entends bien avec, c'est à double tranchant. mmh, À part si lui il te le demande, faut peut-être pas amener le sujet. OK, Parce que toi, le but, si tu t'entends bien avec, que tu as une bonne relation, c'est qu'il puisse t'accompagner le plus possible, pas te faire acheter des crédits. Tu as déjà eu les financements. Donc, mmh, vaut mieux te garder des cartouches pour tes nouveaux projets plutôt que OK, de te refaire financer des projets où tu as déjà obtenu les crédits. OK, super, ouais. Ouais, parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, il y a la règle, donc ton endettement, global et après le risque que ta personne, elle représente pour la banque, donc Ouais. ouais. Bah, un crédit, c'est un risque pour la banque. Donc, Ouais, c'est ça. effectivement, hein, elle va regarder, elle va regarder un petit peu elle va regarder tout, quoi. Elle va tout regarder. Donc, plus elle te prête de l'argent, plus il y a un risque pour elle. Donc, elle va essayer de limiter ce risque en te limitant le financement L'encours, ouais. qu'elle va t'accorder, l'encours de financement. OK. Ouais. Et du coup, ouais, on n'en a pas parlé de ça. Il y a des, alors je sais qu'il y a des banquiers, et puis avec leur directeur d'agence, ils ont, délégation et après il y a, Les engagements, et un après c'est service les au-dessus. engagements, OK, ouais, Mmh. ça c'est, En fait, tu peux avoir plusieurs schémas. Tu as des banques qui vont avoir un gros pouvoir de délégation en agence, au sein de l'agence. Donc en fait, soit le conseiller a un peu de délégation, soit le directeur en a beaucoup, ils peuvent te suivre, donc sur beaucoup de projets. Soit tu vas avoir des banques qui vont avoir recours à des services en interne, des services crédits qui vont leur envoyer en fait, ils vont faire uniquement de la saisie, ils leur envoient directement ton dossier, c'est pas eux qui décident. OK. Ça va être que du chiffre, là, il y aura une approche client parce qu'ils vont regarder l'épargne et tout, mais ça va être essentiellement, de l'étude chiffrée. Et après, quand ces banques-là n'ont pas le pouvoir de décision, que ça soit l'agence ou la banque, bah, effectivement, ils vont passer par un service qui va analyser ton dossier et qui donnera la validation ou pas de ton dossier. OK. Et ce service, il a beaucoup une plus grande délégation, je suppose, que Ouais, tout à ton fait. ton ton Mais conseiller? après, voilà, le but, c'est de rester en agence pour avoir un Mmh. interlocuteur, une personne physique en face de soi et d'avoir un échange. Donc pour ça, ce qui est bien, c'est d'un peu, vous pouvez pas demander à la banque, c'est difficile de lui demander les délégations qu'elles ont, mais le faire de façon intelligente. Bah, écoute, là, j'ai un projet à 300 000, je risque d'avoir peut-être une autre proposition d'un nouveau projet à 300 000. Tu penses que ça va rester dans tes décisions ou c'est une autre personne qui va décider? Voilà, l'amener comme ça, quoi. OK, ouais. Ouais, super. Ça, c'est vraiment quelque chose et je pense que c'est important, ouais, surtout si vous avez un petit peu un profil, compliqué ou pas standard de rester, c'est quand même plus simple de discuter que d'être juste, un tableau Excel C'est et clair, c'est clair. OK, super. Hem, j'ai toujours 3 questions à la fin. Peut-être avant, de passer à ça, je sais que toi, tu accompagnes des gens qui ont besoin de leur financement. Peut-être que tu peux présenter, ce que tu fais? Ouais. Alors nous, ce qu'on propose, en fait, on est trois banquiers. On a plus de 40 ans d'expérience à nous 3. Ce qu'on propose, c'est des accompagnements et des formations sur, l'investissement immobilier et sur l'entrepreneuriat. Donc on vous accompagne de A à Z, que ça soit un projet d'investissement, donc comment trouver votre bien, les différents interlocuteurs que vous allez rencontrer, le notaire, l'agent immo. On vous donne étape par étape les clés pour économiser,
pour économiser à chaque étape. Et on vous accompagne sur l'ensemble de votre projet en passant bien sûr par le financement, en vous donnant les solutions et les clés pour obtenir vos financements à tous les coups, les multiplier. Et jusqu'après, la gestion du locataire. Pareil pour l'entrepreneuriat. On va vous aider à choisir vos statuts, on va vous dire comment économiser, quelles charges passer sur la société, pardon, savoir lire son bilan pour savoir sur quels points seront améliorés. Voilà, ça c'est ce qu'on propose et vous pourrez nous retrouver sur Instagram, notamment sur Ton banquier à domicile. Ok. Et vous avez un podcast aussi. Et on a un podcast, ouais, tout à fait. Ok. Et donc, le plus simple, si on veut Vous vous pourrez contacter. retrouver le lien sur Instagram, vous avez le lien Ouais, du puis de toute façon, podcast. je le mettrai Ouais, dans Ton la banquier à description. domicile et sinon par mail, même contact@tonbanquierdomicile.com si vous avez des Voilà. questions. Ok, super. Merci. Et du coup, donc j'ai toujours trois questions que je pose. La première, c'est est-ce que tu as un livre ou une ressource à conseiller aux gens? Alors, les livres, j'en ai plusieurs. Il y en a que j'affectionne particulièrement. Miracle Morning, La semaine de 4 heures. Mhm. Vous avez aussi L'autoroute du millionnaire. Ouais, très Enfin bon. voilà, ça ouais, c'est des livres. Même le deuxième épisode non script, il est pas mal aussi. De MJ Euh, DeMarco aussi? ouais, ouais, Ah, ça, j'ai pas ouais, lu. j'aime beaucoup. Ah, Ouais. l'autoroute du millionnaire, je me rappelle, je l'avais acheté à la Fnac. Je faisais la queue, comme toujours. Et j'étais en train de le lire tout de suite. Et c'est vrai que, franchement, Ouais, il est incroyable, ce ils livre. sont top comme bouquin. Ouais, ouais. Puis Semaine de 4 heures et Miracle Morning. Ouais, on le conseille souvent, mais c'est pas sans raison, hein. C'est vrai que c'est des livres. Quand tu les Non, lis, moi, c'est des trucs que j'aime bien, ouais. ouais, En plus, c'est motivant, ça te motive, ouais, c'est ça. ça te donne vraiment l'envie de faire quelque chose, quoi. Ouais. Ouais, l'autoroute du millionnaire, il t'explique moi, la Lamborghini à 60 ans, ça me sert à rien, j'arrive plus à monter dedans, je la veux maintenant. Et Ouais, il a c'est des raison. trucs un peu clichés, mais au Ah, mais final, il a raison, hein. c'est Puis ça, la si tu façon regardes qu'il a de parler, les grosses voitures qui passent, une fois sur deux, c'est un mec qui est beaucoup trop vieux pour, pour rentrer dedans. Donc, ouais. Ok, super. Et la deuxième question que je pose, c'est si maintenant je te donne 100 000 euros tout de suite, qu'est-ce que tu en ferais? bah, en tant qu'investisseur, je m'en sers pour lever 1 million. Ok, Si tu me ouais. donnes 100 000 euros, ça correspond à peu près à 10% d'apport pour des projets 1 million. Donc, voilà, j'essaierai grâce à ça de De- multiplier les investissements. ouais. Et toi, tu as un objectif de l'eau ou quelque chose de... Non, j'ai pas d'objectif. Après, j'ai atteint déjà. Enfin là, je suis bien comme je suis. Disons que je profite de saisir les opportunités qui se Mm. présentent aujourd'hui, mais je suis plus dans la recherche active. Moi, je me fixe juste un cash flow, voilà, un montant à atteindre. Une fois Mm. que je l'ai atteint, aujourd'hui, je saisis essentiellement les opportunités qui se présentent. Et par contre, oui, dès qu'il y en a une, j'essaye de faire en sorte de ne pas la louper. Mais c'est vrai que je ne vais pas chercher sur le bon coin. Et c'est pareil pour les recherches que vous pouvez faire quand vous recherchez un bien. C'est ce que je dis. Enfin, moi, je privilégie le réseau plutôt que la recherche sur le bon coin. C'est vrai que aller démarcher les agences, enfin, moi, j'aime bien le contact entre guillemets, voire Mm. avoir un interlocuteur en face et pouvoir lui expliquer bien ce que je recherche pour qu'il comprenne. Maintenant, je sais que des investisseurs que je rencontre, eux, se font des tableaux Excel, enfin, se font des recherches top et se mettent des algorithmes et tout pour Mm. avoir tous les biens en premier. Et ça c'est top aussi. Mais personnellement, je sais pas le faire. Je touche pas une bille en informatique, donc je préfère le Ah, réseau. c'est ça. Après, le réseau, c'est comme, j'en avais déjà parlé dans un podcast, c'est un peu comme les boîtes de nuit. Quand tu peux pas, on dit que t'es pas habitué, tu vois, alors tu rentres pas, mais du coup, tu rentres pas, donc t'es pas habitué. Donc, tant que t'as pas commencé, si on te dit il faut du réseau pour commencer, bah, t'as pas de réseau, donc, Mais ça, c'est un forcément. sketch. donc, ouais. Après, ouais, un bon moyen de se faire du réseau au début, c'est quand même de visiter, parler aux agents, même visiter des biens qui n'ont pas l'air bien. Et Ouais, puis comme ça, c'est important. les gars, après, ils te rappellent. Ça m'est déjà arrivé plusieurs Moi, des fois, il fois. y a des agents IMO, pareil. Ils me présentent des biens, ça correspond pas du tout à ce que je leur ai demandé, mais voilà, j'y vais, ça fait un peu de relationnel, et puis j'essaye de leur expliquer, voilà, ça Mm. correspond pas aux critères que. Mais tu es obligé de te déplacer, ça te prend un peu de temps au début, mais après, sauf une fois que tu as fait une opération avec eux, qui sont contents que ça s'est bien passé, que tu obtiens ton financement, bah, ils vont toujours te solliciter. Donc, c'est un réseau que tu as sur la durée, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et après, alors, je pense que ça dépend des villes, mais
Moi, dans les villes où j'investis, souvent les agents IMO, ils mettent pas les adresses. C'est un truc qui rend, il faut même pas Ouais. voir pas les quartiers. Donc, une fois que tu as fait des opérations avec eux, surtout si c'est des grosses agences, tu as tout de suite leurs coordonnées. Tu leur envoies un message, j'ai vu ça, c'est où? Parce que bah, forcément, souvent, les trucs qui sont pas chers, bah, parfois, c'est des bons produits, mais souvent, dans les pires endroits. Donc, Ah oui, ouais, c'est ça vrai peut que, arriver. franchement, puis les agents IMO, moi, j'aime, voilà, si t'as des gens, ils sont contre les achats avec les agents IMO, moi, je préconise plutôt ça parce que, bah, rien que pour Bah, ça, et c'est puis bien, ils te font souvent, gagner du temps. il Et faut puis gagner du temps. surtout, voilà, si Et puis c'est un souvent, tu réseau que payes tu quand t'es même, constitué, tu payes quand ils même vont pas plus t'appeler. cher, quoi. Ouais, et puis après, ils vont t'appeler. Ils t'appellent, s'ils t'appellent en priorité, c'est toujours pareil. On est investisseur, on n'est pas là pour. S'il te fait payer 10 000 euros d'honoraires, mais qu'à côté de ça, il te rapporte une affaire qui va te rapporter 2 000 ou 3 000 euros de cash flow tous les mois, sa commission est vite rentabilisée. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est même mettre des partenariats avec des mandats de recherche. C'est-à-dire qu'en plus de leur commission, bah, je leur fais 1 500 euros de mandat de recherche ou quelque chose comme ça. Comme ça, Ok. toi, c'est déduit des loyers que tu vas payer. Enfin, ça rentre dans tes charges. Et eux, bah, ils sont contents. Ok. Et les 1500, tu les payes en cas de, quand ils trouvent quelque Bah, s'ils chose. ont trouvé, ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, bah, bonne idée. Bonne idée. Si vous êtes un peu, si vous avez du mal à, à trouver des À biens, trouver, bah ça ouais, peut être ça une t'aide. bonne opportunité. Mmh. Ok, super. Et du coup, je pense qu'on est à pas loin d'une heure d'épisode, donc ça pile ce qui était prévu. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien, ou une devise, ou un mantra Ouais, enfin, j'en ai pris deux. J'aime bien les citations, donc ouais, j'ai mis le succès rapide favorise votre ego, le succès dans le temps favorise votre caractère. Ah bah, super, super, super citation. Et ça, et puis le succès rapide, parfois, après l'argent, il te brûle les doigts, tu vois, si tu Ouais, et puis gagnes sur trop une vite, trop. opération, ouais, c'est ça. C'est, Tu vas tout cramer, puis après, t'as plus rien. ouais. Ok, bah écoute, super Christophe, merci beaucoup pour ton temps. Je mettrai donc tous tes liens dans l'épisode, et puis je suppose que si les gens ils veulent te contacter, tu Ouais, réponds. qu'ils n'hésitent pas sur Instagram, on répond tout de suite. Ton banquier à domicile et pas de problème, ils laissent des messages, on répond, on est rapide. Ok, super. Bah Merci merci Thibaut, beaucoup et bonne fin de à toi de journée. m'avoir aussi. Ciao. Merci. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il aura été aussi enrichissant pour vous que pour moi. Au moins qu'il a permis de vous faire une bonne idée de la façon dont il faut procéder pour tisser une relation de confiance avec son banquier. Avant de terminer, je vous rappelle que vous pouvez noter cet épisode, le partager. Là, il n'y aura plus d'autres infos ni de valeurs gratuites dans cet épisode. Donc, même vous pouvez couper maintenant, partager, noter, arrêter la voiture sur le bas-côté de façon prudente, bien entendu, pour prendre votre téléphone et partager l'épisode. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao!